Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. J'espère que vous vous portez bien avec le confinement et que vous n'avez pas oublié que vous avez des cours à préparer, des PFE à présenter dans quelques semaines. Et à ce propos, je vous invite à contacter vos encadrants car la plupart n'ont pas eu de nouvelles de leurs étudiants depuis longtemps, y compris les miens. En ce qui concerne la physiopathologie, on a déjà traité le premier chapitre de la mort cellulaire. Il nous reste à voir le deuxième chapitre consacré à la physiopathologie des cancers. Alors, d'après les études, 5 à 10% des cancers sont héréditaires, c'est-à-dire que l'individu hérite de l'un ou des deux parents le gène malade, qu'il transmettra à son tour à ses enfants. Les autres causes sont surtout liées aux facteurs environnementaux et au style de vie. Ainsi, 30 à 35% des cancers sont dus à notre alimentation, 25 à 30% des cancers sont causés par le tabac, 4 à 6% à la consommation d'alcool et 0,5% à la pollution. Donc, par un simple calcul, on constate que 75% des calculs sont évitables si on améliore notre alimentation et si on s'abstient de fumer et de boire. Le cancer prend naissance dans les tissus des différents organes. Ces tissus sont constitués par la juxtaposition des cellules les unes à côté des autres. Et à chaque instant, le nombre des cellules qui meurent est immédiatement remplacé par de nouvelles cellules provenant de la division des cellules qui se trouvent juste à côté. Il faut savoir qu'un gramme de tissu contient 1 milliard de cellules et que notre corps en contient 60 000 milliards, c'est-à-dire à peu près 10 000 fois la population mondiale. Le cancer reste un événement rare, comme on va voir plus tard pourquoi. Et au cours d'une vie, un individu sur 3 aura un cancer. Enfin, le cancer correspond à une population des cellules issues d'une cellule mère originelle suite à la rupture de l'équilibre, c'est-à-dire perte de l'autocontrôle cellulaire. Le devenir d'une cellule se résume à 3 choses. La prolifération. On sait que toutes les cellules de notre organisme sont issues d'une seule cellule, qui est l'œuf, issue de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Ces cellules se différencient pour donner les différents types de cellules qui sont au nombre de 300 et qui formeront les tissus des différents organes. Et enfin, toutes ces cellules finiront par mourir par apoptose. La formation et la maintenance d'un tissu est strictement programmée et régulée au niveau génétique, c'est-à-dire croissance, différenciation, taille, forme, sénescence, apoptose, ainsi de suite. Et ce sont les éléments de ce programme génétique qui sont modifiés lors de la tumorogénèse. Donc, on peut définir le cancer comme étant une masse anormale de tissu, qu'on appelle un néoplasme, issu d'une division incontrôlée d'une cellule qui a subi quelques mutations génétiques au niveau des gènes régulateurs de la croissance. C'est aussi un ensemble de cellules qui se développent d'une manière indépendante des autres cellules. Alors ici, on voit deux photos de deux femmes atteintes de cancer de sein. La photo de droite montre une tumeur au niveau du sein droit. Cette tumeur mesure quelques centimètres. Quant à la photo de gauche, il montre une femme avec un sein droit complètement tuméfié à cause d'une tumeur non soignée. Le cancer, l'apparition d'un cancer est étroitement liée à la division cellulaire. En effet, chez les unicellulaires, comme la levure, il n'y a pas de cancer car pas de tissu. Alors que chez les pluricellulaires simples, où il n'y a pas de renouvellement des tissus chez les individus adultes, comme la drosophile, le C. elegans, qui est un petit nématode, là aussi, il n'y a pas de cancer. En revanche, chez les pluricellulaires complexes,
comme les végétaux et les animaux supérieurs, il y a un renouvellement tissulaire, donc il y a des cancers, car c'est au cours de ce renouvellement de ces tissus que les erreurs surviennent. Ce schéma représente les deux voies principales qui contrôlent la prolifération cellulaire. Le contrôle de la prolifération cellulaire résulte d'un équilibre entre les voies stimulatrices et les voies inhibitrices. Les ligands des deux voies, facteurs de croissance ou inhibiteurs de la prolifération cellulaire, activent leurs récepteurs membranaires et via un signal de transduction médié par des tyrosine kinases, il y a soit activation des facteurs de transcription au niveau de l'ADN qui, à leur tour, vont initier la synthèse de molécules indispensables à la multiplication cellulaire, qui sont les acides nucléiques et les protéines. Soit l'inhibition des mêmes facteurs transcriptionnels, ce qui s'oppose à la multiplication cellulaire. Alors, on voit très bien que si l'une ou les deux voies subit une altération, c'est-à-dire une mutation, le contrôle de la prolifération cellulaire sera perturbé, ce qui pourrait aboutir à l'apparition d'un cancer. Quelles sont les caractéristiques des cellules cancéreuses? Ce qui caractérise les cellules cancéreuses, c'est leur échappement au contrôle normal de l'organisme. Ils représentent un danger pour l'organisme car elles croissent plus rapidement, envahissantes et agressives pour les cellules voisines. Ces cellules sont issues de mutations génétiques. Donc ces cellules sont issues des mutations génétiques. Elles présentent un caractère immortel. C'est-à-dire, si on les met dans une boîte de culture en présence d'un milieu de culture approprié, ils ne s'arrêteront jamais de se diviser. À l'opposé, les cellules normales mises dans les mêmes conditions s'arrêtent de se diviser dès que leurs membranes se touchent. C'est l'inhibition de contact. Elles sont envahissantes et donnent des métastases, à l'opposé des cellules des tumeurs bénignes qui ne donnent jamais de métastases. Se dédifférencier altère l'apparence de la cellule. Mais leur caractéristique la plus dangereuse, c'est qu'elles libèrent des substances actives qui sont des toxines et des médiateurs de l'inflammation responsables des douleurs. Alors ici, on voit l'aspect des cellules cancéreuses qui changent complètement d'aspect. On dit qu'ils se dédifférencient. Quelles sont les causes de la cancérisation? Le cancer est dû à deux groupes de facteurs principaux. On a d'une part les facteurs dits intrinsèques, parmi lesquels on trouve les facteurs génétiques qui sont liés à l'âge. Le cancer est considéré comme étant une maladie de la vieillesse. Des facteurs physiologiques, par exemple l'état immunitaire. Dans le cas du sida, il est connu que les personnes atteintes du sida développent plusieurs cancers à cause de la défaillance de leur système immunitaire. Et enfin, des facteurs hormonaux. Il est bien connu que les cancers les plus répandus chez les deux sexes sont les cancers dits hormonodépendants, œstrogène pour le cancer du sein chez la femme et la testostérone responsable du cancer de la prostate chez l'homme. Deuxième facteur sont les facteurs extrinsèques, extérieurs, qui sont liés à l'environnement. On y trouve la pollution, l'exposition aux rayons solaires, les UV, radiation ionisante. Rappelez-vous de la catastrophe de Tchernobyl où on a assisté quelques années après l'accident à une flambée de plusieurs types de cancers. Les cellules cancéreuses résultent des mutations qui affectent les gènes. Trois types de mutations sont responsables des cancers. On a les amplifications de gènes, les translocations chromosomiques et les réarrangements dans les gènes. Les conséquences de ces mutations font que la cellule n'est plus capable
de reconnaître certains signaux cellulaires ou d'y répondre suite à l'altération des gènes régulateurs de la croissance. Alors, l'une des mutations rencontrées dans les tumeurs cancéreuses est l'amplification de gènes. Dans ce cas, la séquence du gène est amplifiée dans le génome plusieurs fois. Exemple, le gène NMYC, localisé sur le chromosome 1, comme on voit sur le schéma, il est amplifié 100 fois dans le neuroblastome, qui est une tumeur maligne du jeune enfant développée à partir du tissu nerveux sympathique. La localisation la plus fréquente est le rétropéritoine, en particulier la surrénale. Ce tableau représente la relation entre l'amplification des oncogènes et certains cancers. On remarque que ces oncogènes sont largement amplifiés dans ces cancers. Par exemple, le gène CMYC est amplifié 20 fois dans la leucémie et le cancer du poumon, alors que le gène CARAS est 80 fois amplifié dans le cancer colorectal. Une autre mutation largement trouvée dans certains cancers, c'est la translocation de gènes, c'est-à-dire échange de fragments de chromosomes. Les exemples les plus connus sont la leucémie myéloïde chronique. Ce cancer apparaît suite à la translocation de fragments de chromosomes entre le chromosome 9 et le chromosome 22. Ceci a pour conséquence de mettre l'un à côté de l'autre deux gènes. Le gène ABL et le gène BCR. Ces deux gènes codent deux kinases régulées. Mais après la translocation, les deux gènes fusionnent dans ce qu'on appelle un gène Philadelphie, qui est mis en évidence par des moyens techniques, comme on le voit sur la photo. Ce gène de fusion code une protéine kinase non régulée qui a acquis la capacité de s'autophosphoryler. Il existe actuellement une molécule thérapeutique appelée hématinide capable de bloquer spécifiquement la tyrosine kinase activée par sa translocation, et grâce à cette thérapeutique, le pronostic de la leucémie myéloïde chronique a été transformé. Un deuxième exemple de la translocation concerne le lymphome de Burkitt, ou lymphome non Hodgkinien. Dans ce cas, la translocation a mis en contact deux gènes CMYC du chromosome 8 et le gène de l'immunoglobuline H, IgH, du chromosome 14. Sa translocation provoque l'activation de l'oncogène MYC, normalement silencieux, au contact d'un gène actif dans les cellules lymphoïdes, c'est-à-dire les lymphocytes B, codant pour les immunoglobulines H. Cette translocation aboutit à la création d'un gène hybride qui code une protéine dérégulant l'homéostasie cellulaire, ce qui aboutit à l'apparition de ce lymphome. Le cancer reste quand même une maladie rare. Pourquoi? Alors, il faut savoir qu'au cours de d'une vie, notre organisme subit, alors écoutez, 10 puissance 16, c'est-à-dire 10 millions de milliards de divisions, et chaque gène a 10 milliards de chances de subir une mutation. Donc, on doit s'attendre à ce que les cancers soient très répandus. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? 3 raisons expliquent ceci. Premièrement, il y a les mécanismes de réparation de l'ADN qui sont très performants. Deuxièmement, la transformation maligne nécessite plusieurs mutations et dans le même gène. Donc, pour qu'il y ait une transformation maligne, il faut qu'il y ait plusieurs mutations successives et dans le même gène. En plus, troisièmement, la surveillance immunitaire. Lorsque le système immunitaire est défaillant, cas du sida par exemple, comme on a vu tout à l'heure, ces patients développent plusieurs types de cancers.
L'apparition d'un cancer est un processus très long et par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'initiation. Elle correspond à une modification irréversible du génome sous l'effet d'un agent initiateur, c'est-à-dire d'un carcinogène. Les carcinogènes connus, qu'on a déjà cités, les UV, les radiations, les virus, l'amiante, les radicaux libres, et ainsi de suite. À ce stade, une réparation est possible. Une cellule initiée peut continuer à se multiplier ou bien être détruite par le système de surveillance de type apoptose. Deuxième étape, la promotion. Une cellule initiée ne se développe pas spontanément. Elle a besoin de facteurs qui sont des agents de promotion. Ces agents vont favoriser l'expression phénotypique de la ou des mutations. Parmi ces agents, il y a les hormones, l'inflammation, les facteurs de croissance, l'alcool, le mode de vie, ainsi de suite. La troisième étape, la progression. Au cours de cette étape, les cellules subissent encore plusieurs mutations, leur permettant de se multiplier en dehors du contrôle de facteurs de croissance. Ainsi, des clones de cellules tumorales. La dernière étape dans ce processus est l'installation d'un réseau sanguin qui va permettre aux cellules tumorales d'être irriguées et de pouvoir quitter la tumeur primaire pour donner des foyers secondaires, c'est-à-dire des métastases. Alors, pourquoi les cellules tumorales sont immortelles? On a vu que lors de la mort cellulaire par sénescence, on a vu que cette mort cellulaire par sénescence est due au raccourcissement des télomères. Ces télomères, comme on a déjà vu, sont des fragments d'ADN non codants qui coiffent les extrémités des chromosomes. Leur rôle est la protection des chromosomes. Les cellules reproductrices possèdent une enzyme appelée télomérase. Cette télomérase a comme rôle le rallongement des télomères après chaque division cellulaire. Alors on peut se demander s'il y a une relation entre l'immortalité des cellules tumorales et cette fameuse enzyme télomérase. En effet, d'après le tableau ci-dessous, on remarque que 85 à 95% des cancers représentent une activité télomérasique. Donc, l'immortalité des cellules tumorales pourrait être associée à leur capacité d'activer la télomérase, les rendant ainsi immortelles. Actuellement, plusieurs équipes de recherche à travers le monde qui essaient d'exploiter cette voie pour trouver un remède à cette pathologie qui consiste à bloquer par exemple l'activité télomérasique des cellules tumorales, les rendant mortelles. Comment une cellule devient-elle cancéreuse? Avant de répondre à cette question, faisons un petit rappel. Le cycle cellulaire comporte 4 phases. Comme vous savez, la phase G1, c'est une phase de repos, GAP. Phase S, phase de synthèse. Phase G2, c'est une autre phase de repos qui précède la mitose. Et enfin, la mitose. Le déroulement harmonieux de ces phases est bien régulé. Il est régulé par des facteurs extracellulaires, qui sont des facteurs de croissance, les interactions cellules-matrices, et des facteurs intracellulaires qui sont représentés par des points de contrôle qu'on appelle les checkpoints, qui sont des cyclines associées à des cyclines dépendantes des kinases qu'on appelle les CDK. Comme on a déjà dit, le cycle cellulaire comporte donc des points de contrôle, qui sont les checkpoints, qui vérifient en différents points du cycle un certain nombre de paramètres. Par exemple, entre G1 et S, il vérifie si l'environnement est favorable, s'il y a des anomalies de l'ADN. Si une anomalie est détectée, le cycle cellulaire est arrêté, correction de l'anomalie, puis reprise du cycle. Si la cellule échoue dans ses réparations, la cellule est éliminée par apoptose. Donc, la progression du cycle cellulaire
est assuré par un complexe de cyclines et des cyclines dépendantes des kinases, les CDK. Ce complexe est composé de deux sous-unités, une sous-unité activatrice qui est la cycline et une sous-unité catalytique qui est la CDK. Il y a différents complexes cyclines CDK pour différentes phases du cycle cellulaire. Ces complexes ont une activité cyclique, c'est-à-dire activation, désactivation. Comme on a vu, le déclenchement, le contrôle et le déroulement harmonieux de ces phases est régulé par les CDK, dont la fonction est hautement conservée durant l'évolution. Les CDK sont actives uniquement sous forme d'un complexe entre, comme on a vu, entre une sous-unité catalytique, CDK, et une sous-unité régulatrice, la cycline. Le schéma en dessous montre différents complexes cyclines CDK à différents niveaux du cycle cellulaire. Par exemple, après G1, il y a le complexe CDK 4 ou 6 et la cycline D. Avant le début de la phase S, il y a le complexe CDK2 et la cycline E, et ainsi de suite. L'activité de ces CDK, de ces cyclines dépendantes des kinases, est contrôlée par d'autres protéines qui les activent ou les inhibent par phosphorylation ou déphosphorylation. D'autres protéines peuvent entraîner leur inhibition. Par exemple, le fameux gène P21, comme on va voir dans la séance prochaine. Ces CDK phosphorylent d'autres protéines associées à des cyclines. Et d'après le séquençage du génome humain, il existe 13 CDK et 25 cyclines. La plupart de ces régulateurs présentent des anomalies, qui sont des mutations, des disparitions, une surexpression, etc., permettant au cycle cellulaire d'échapper à ses contrôles normaux et affranchissant la cellule tumorale de sa régulation. Donc, une tumeur est le résultat de l'accumulation de mutations dans certains gènes de ces régulateurs. Au niveau génétique, le cancer s'explique par une expression excessive des gènes stimulant la croissance et ou une expression insuffisante ou nulle des gènes qui la limitent. Des lésions non réparées au niveau de l'ADN sont toujours la cause déclenchante d'un processus tumoral. Dans une cellule normale, on retrouve ainsi deux catégories de gènes influençant la croissance cellulaire. D'une part, les proto-oncogènes qui la stimulent. Ces proto-oncogènes, lorsqu'ils sont mutés, ils deviennent des oncogènes. Et les anti-oncogènes, des gènes suppresseurs qui réduisent la division cellulaire. Donc un cancer peut se développer à partir du moment où les proto-oncogènes et les anti-oncogènes subissent des mutations dans leur expression. Et je vous remercie.